Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, sur Radio Fréquence Atlantique. Dimanche, c'est un problème d'actualité, des constructions, partie nationale et échange interactif. Les premières parties étant bien entendu relayées sur la page Facebook de CNCPJ Campus. Donc aujourd'hui, nous allons parler en matière d'actualité de la lutte contre le sabotage des retraites en Martinique et en France. Et en partie déconstruction, nous allons nous arrêter sur la problématique de l'eau au niveau international et avec notamment des faits d'actualité en France concernant la lutte des grandes bassines. Donc, on va commencer avec la lutte contre le sabotage des retraites en Martinique et en France. On va commencer par la Martinique, puisque nous savons qu'il y a répercussion de toutes les décisions de mobilisation qui sont prises en France par l'essentiel des centrales syndicales, qui au même jour appellent à des manifestations, appellent à des blocages, de façon à, de leur point de vue, présenter un front uni contre le gouvernement français. Mais il y a également des centrales syndicales qui insistent sur la nécessité de prendre la question des retraites en Martinique de façon spécifique et différente, puisque, disent-elles, avec raison, que la loi passe ou pas en France, le décalage qu'il y a entre le système de retraite des Martiniquais et celui qui prévaut en France est criant. Nous rappelons les chiffres, la moyenne de 500 € ou 600 € en Martinique, quand c'est pratiquement le double en France. Donc, il y a ces deux dynamiques-là qui sont parallèles, se complètent d'un certain point de vue, qui appellent à réflexion. Alors, d'abord, on se rend compte qu'il y a une forme d'essoufflement dans les mobilisations, parce que les gens n'ont pas confiance dans la possibilité d'empêcher l'application de la loi, puisque toute la propagande du gouvernement et de ses médias est ciblée sur cet aspect-là. Il y a un parcours législatif. Bon, il faut attendre l'aval du Conseil constitutionnel. Et donc, dans l'esprit de l'opinion publique en France, mais par ricochet ici aussi, il y a une forme de défaitisme, en même temps d'espérance à peine justifiée, puisqu'on considère que c'est le droit français qui va prévaloir. Cela explique une forme de fatigue dans les mobilisations. Mais d'un autre côté également, il y a tellement d'autres préoccupations vitales, de la hausse des prix, des questions de violence, en fait, des travers de la société qui font que il est difficile de maintenir la mobilisation sur un seul des points de difficulté des populations. Ça, c'est pour montrer qu'en Martinique, il y a cette forme d'essoufflement et aggravé par le fait que la prise en compte de nos propres problématiques n'est pas du tout évidente. En ce qui concerne la France, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne croit. Pour la bonne raison que le gouvernement français sait qu'il a perdu la bataille de l'opinion, malgré toutes ces manœuvres, les explications que ces journalistes et économistes posent dans les médias. L'essentiel de la population française rejette cette pseudo-réforme et se démarque du gouvernement et a bien compris que même du point de vue légal, du point de vue parlementaire, le gouvernement est minoritaire et qu'il essaie de passer en force. Donc, il y a un regain de colère, de mobilisation, contrairement à ce qui s'est fait pour nos dernières mobilisations en Martinique. Eh bien, on constate qu'en France, il y a au contraire une dynamique de renforcement des mobilisations et de la colère qui pousse les gens à dénoncer les députés qui sont complices du gouvernement. Donc, les choses montent en puissance.
on a vu également la jeunesse étudiante, la jeunesse lycéenne, venir gonfler les rangs des manifestants. Donc, c'est une dynamique qui est différente sur le sol français. C'est ce qui amène le gouvernement de Macron et ses médias en général à changer de tactique. On l'a déjà dit dans d'autres occasions, mais chaque fois que le gouvernement est en difficulté, qu'il y a un problème qui mobilise les forces populaires contre le système, contre le gouvernement, il y a une tactique éprouvée qui est employée, détourner l'opinion vers des causes qui viennent troubler les autres, on peut dire ça comme ça. Soit un attentat apparaît, et on a souvent établi la concordance entre les difficultés que les gouvernements occidentaux ont et l'action de groupes terroristes qui font des actes de violence aveugles. Il a déjà été établi que souvent des services secrets instrumentalisent des terroristes pour pouvoir dévier l'attention des gens et justifier des mesures d'exception, des mesures liberticides. Par exemple, aux États-Unis, on avait prouvé qu'un soi-disant tueur fou qui assassinait des gens à l'aveuglette, eh bien, c'était un malade mental qui avait été instrumentalisé par la CIA. Mais en général, il y a toujours un événement qui vient détourner l'opinion du problème essentiel pour lui substituer une question de peur du terrorisme, comme ce n'est pas d'une pandémie. Donc, on va détourner vers des violences. C'est pour cela que tous les médias ont commencé à cibler les images de débordements violents que des minorités développaient pour faire oublier les manifestants pacifiques qui se comptaient par millions. Et tous les médias ne ciblaient que ça, que ça, que ça. On a déjà dit aussi que les fameux Black Blocs ont souvent été instrumentalisés dans différentes luttes sociales. Et ce n'est pas un hasard que ces débordements-là sont mis en avant. Donc, on utilise toute une problématique de respect du droit, respect de la démocratie, attaque des droits des citoyens, de façon à ce qu'on ne parle plus du fond du problème, à savoir une loi antidémocratique imposée dictatorialement pour servir les multinationales, pour servir le grand capital. Et donc tout le monde est sûr. Et bien entendu, les journalistes aujourd'hui ne vont poser que ces questions-là, notamment aux syndicats. Oui, d'accord, vous avez été responsable, vous avez mené des actions disciplinées, pacifiques, mais maintenant qu'il y a des violences, est-ce que vous ne considérez pas que c'est faire leur jeu de continuer à se mobiliser? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de négocier pour pacifier la situation? Ça veut dire qu'on sert au gouvernement sur un plateau un argument pour qu'on ne continue pas à exiger le retrait d'une loi dictatoriale, antidémocratique et antisociale. Donc, et les médias sont absolument concentrés sur cet aspect-là. Alors, pendant qu'on joue la peur, on ressort les arguments réactionnaires qui avaient été discrédités, combattus, on reparle du déficit. Ah, tous ceux qui sont contre la retraite, contre la réforme de la retraite prétendue, sont partisans du déficit. On ressort donc cet argument, on ressort des arguments comme nos voisins sont tous. Hier encore, il y a un pseudo-intellectuel italien qui venait dire nous sommes à 66 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont les Français? C'était tolérable parce que aucun des journalistes présents dit mais attention, ce ne sont pas les voisins qui sont d'accord avec ça, c'est des gouvernements qui ont imposé contre des manifestants, exactement comme Macron le fait aujourd'hui, non?
Et puis, on vous parle des voisins en général, on ne parle pas des travailleurs voisins, mais on ne parle pas du reste du monde. Dites-moi, chers auditeurs, chères auditrices, lequel d'entre vous est au courant des manifestations contre un projet de retraite de la droite qui est en train d'essayer de s'imposer en Uruguay? Quelle image a-t-on de ces milliers de gens qui disent « mais non, on n'est pas d'accord hein, », puisque ces images-là auraient permis de conforter l'opinion publique dans l'idée que c'est une offensive ultralibérale contre les droits des travailleurs partout dans le monde. Donc, on profite de l'argumentation de la peur, de la violence de l'état de droit pour refourguer les arguments frelatés qu'ils avaient développés au début et qui commençaient à être remis en cause. Alors, on repart aussi dans cette thèse souvent employée, on l'a employée pour la pandémie, pour le terrorisme, ben, il faut faire respecter l'état de droit. C'est la liberté, c'est la sécurité des citoyens qui est menacée. Donc, il nous faut accepter des sacrifices. Donc, il nous faut accepter, par exemple, que des bandes et de nervis orchestrées par le gouvernement viennent à moto pour massacrer des gens. Et heureusement qu'une bande son a pu filtrer pour entendre ces gens-là dire on va t'envoyer une ambulance, et tu en veux une, etc. Face à ça, qu'est-ce que le préfet de police dit? Ah, oui, je suis choqué, mais il ne faut pas dissoudre ce corps-là. Il faut un très bon travail. Ça veut dire que on utilise les violences pour justifier des mesures répressives antidémocratiques. Alors, il ne faut pas aller trop loin, mais quand même, il faut accepter que sera écrasé les fauteurs de troubles. Et puis, évidemment, on ne parle absolument plus du scandale du sabotage des retraites. Il faut insister sur un fait actuellement, c'est que cette réforme est en train de passer de façon dictatoriale. Ce n'est qu'une suite d'attaques contre les libertés fondamentales de tous les citoyens, individuellement et collectivement. Ça veut dire que nous avons souvent parlé d'exemples qui montrent qu'au niveau international, il y a une fascisation des gouvernements, une remise en cause du droit d'expression, du droit à se développer, mais il y a toujours de bonnes raisons. Par exemple, là, au niveau international, c'est l'offensive sur TikTok. Ah oui, il faut empêcher aux gens d'avoir TikTok parce que les Chinois, le Parti communiste chinois, utilise cela pour collecter des données. Donc, on a le droit d'interdire d'avoir accès à TikTok. Auparavant, c'est le droit de fermer des pages Facebook, des sites, au prétexte qu'ils font l'apologie du terrorisme, du communautarisme, etc. Donc, on écrase petit à petit le droit à l'expression, le droit à l'information, au prétexte d'assurer la sécurité. Mais enfin, il n'existe pas une seule entreprise de téléphonie, un seul groupe qui contrôle des réseaux sociaux, il n'en existe pas un seul qui ne répond pas aux critères d'espionnage qu'on reproche à TikTok. Nous savons tous que nous sommes fliqués, que nous sommes suivis partout dans nos achats, dans nos déplacements, dans nos goûts, dans nos loisirs, par tous ces gens-là sans exception. Alors, comment prendre prétexte que des Chinois le feraient pour fermer et puis continuer à le faire? Il faudrait interdire tous les réseaux sociaux à tout le monde. Mais évidemment, c'est une atteinte au droit à l'expression, mais à l'intelligence des gens. On a le droit d'avoir accès à toutes les formes et on a le droit
de choisir ses sources d'information. À vous qui êtes soi-disant détenteurs de la vérité, de démontrer que les autres manipulent, que c'est faux, etc. Bon, je veux conclure sur cette affaire-là pour dire que nous sommes dans une période de fascisation. Remarquez que ce qui se passe en Israël est tout à fait significatif. En Israël, où il n'y a pas de constitution en bonne et due forme, mais il y a des lois fondamentales, mais il y avait une répartition des pouvoirs. La Cour suprême, qui était la garantie du contrôle de l'égalité dans la société, du jour au lendemain, va voir son rôle diminuer parce que des gens d'extrême droite, des fascistes, des orthodoxes extrémistes, des gens extrémistes, religieux extrémistes, je veux dire, décident de, bon, maintenant c'est le gouvernement qui va accepter ou refuser les décisions de la Cour suprême de justice. Des centaines de milliers d'Israéliens sont dans les rues depuis 3 mois à peu près. On parle de régime, on parle de sanctions. Non, parce que ce type de fascisme-là rentre dans le cadre de la fascisation globale de tous ces pays-là qui font partie des défenseurs de l'Occident, des multinationales, de la colonisation, de l'impérialisme, etc. Donc, un résumé sur cette affaire-là, il nous faut dépasser la seule lutte contre le sabotage des retraites, lutte à mener avec détermination jusqu'à son retrait, bien sûr, mais il faut comprendre que c'est le système global qui mène une offensive qu'il faut arrêter dans tous les domaines et que c'est bien la question de la remise en cause du système qui se pose aujourd'hui. Et ça va nous amener à parler de notre thème de déconstruction. J'ai parlé de la question de la problématique de l'eau. Donc, une petite respiration musicale et on va démarrer sur cette problématique-là. Voilà, alors nous allons aborder notre partie de construction. Alors déjà, nous recevons de très nombreux messages sur la page Facebook. Nous allons les traiter tout à l'heure. Donc, nous finissons la présentation de la déconstruction et après, on va donner libre cours aux messages. Merci de votre compréhension. Alors, vous avez entendu ce qui se passe en France concernant des affrontements très graves entre des défenseurs de l'environnement, disons ça comme ça, dans la région des Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France, et 3000 gendarmes mobilisés pour permettre la réalisation de grands projets appelés Grande Bassine. Alors, rappelons de quoi il s'agit exactement. Comme il y a un phénomène de sécheresse qui se développe, il y a de moins en moins d'eau, l'État décide de faire des retenues qu'on appelle les grandes bassines. On va pomper l'eau des nappes phréatiques quand elles sont chargées et les stocker dans ces fameuses grandes bassines, des grands étangs disons, artificiels, de façon à pouvoir utiliser dans les exploitations agricoles après. L'argument du gouvernement, c'est qu'il faut défendre les agriculteurs. Toutes les organisations écologiques, agricoles, de petites paysanneries biologiques sont vent debout contre ce projet-là, expliquant qu'on va prendre avec des fonds publics l'eau des nappes phréatiques pour les
exclusivement au service des grands céréaliers. C'est quelques grandes exploitations qui pourront utiliser cette eau-là. Mais l'essentiel des exploitations agricoles, paysannes, biologiques ont toujours des restrictions et ne sont pas concernées, ne pourront pas utiliser cette eau-là. Donc, il s'agit de prendre l'eau, ressources communes, pour les mettre au service d'intérêts de grandes multinationales capitalistes. C'est pour ça que les gens se battent. Alors, le gouvernement français dit, mais oui, mais il y a eu des recours judiciaires, juridiques, qui ont dit, OK, on accepte. Sauf que ça prouve une fois de plus que la justice, l'appareil judiciaire est au service des multinationales et des plans gouvernementaux, au mépris des intérêts collectifs. Cet argument-là ne tient pas, puisque vous avez des confédérations paysannes qui disent non, mais nous, agriculteurs, nous sommes contre. Et nous sommes la majorité. Sauf que cette majorité-là, c'est une majorité de gens sans argent, démunis, en difficulté. Et la minorité de grands céréaliers, de grandes exploitations qui financent les gouvernements, c'est eux qui vont bénéficier de ça. Donc, il y a détournement de biens publics au profit de minorités. Alors, évidemment, il y a eu un appel à mobilisation. On parle de 30 000 personnes, globalement, qui sont venues manifester. Et puis, les gendarmes surarmés qui sont envoyés pour protéger l'intérieur. Le gouvernement fait ça en utilisant l'argument de « il faut sauver les agriculteurs hein, ». Ça joue sur la fibre, il faut se nourrir, sécurité alimentaire. Mais les principaux concernés montrent que ce n'est pas vrai, l'agriculture ne sera pas sauvée. Au contraire, le phénomène de disparition des petites exploitations va continuer à s'accélérer et avec une concentration entre les mains de multinationales. Mais d'autre part, que les problèmes liés à la sécheresse, à la disparition des arbres, etc., seront augmentés à cause de cette politique-là. Donc, c'est absolument inacceptable comme argument, c'est un détournement du bien public. Alors, il y a les affrontements, on parle de 28 gendarmes blessés, dit-on 2 en situation critique, 200 manifestations blessées également. Hein, vous avez vu les images, les affrontements sont très violents. Et précisément, les manifestants disent que c'est comme pour le cas des retraites, il y a instrumentalisation d'un petit groupe de personnes qui sont plus radicales que les autres, qui viennent effectivement chercher l'affrontement. Ce petit groupe l'a utilisé pour discréditer la lutte de masse qui est faite. Et c'est pas un hasard si les médias se concentrent sur ça. Il y avait des gens avec des machettes, etc. Ce n'est pas le cas de la majorité des gens qui sont des paysans, qui sont des écologistes tout à fait pacifistes et qui réagissent au fait qu'on leur tire des LBD dessus, de la lacrymogène. Beaucoup ont donné les témoignages où ils étaient en famille et puis ils ont reçu des bombes lacrymogènes. Donc, il est important de comprendre que cette question-là vient à un moment où il y a eu une rencontre internationale sous l'égide de l'ONU du 22 au 24 mars sur la question de l'eau précisément. Au niveau international, on reconnaît qu'il y a un problème absolument dramatique, une catastrophe qui menace l'ensemble de l'humanité et c'est le risque de manquer d'eau, non seulement pour l'agriculture, mais tout simplement pour boire, pour se laver, et pour vivre tout simplement. On sait que l'eau est indispensable à la vie. Et donc, cette grande réunion qui s'est faite, c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a une réunion de cette ampleur sur la question de l'eau spécifiquement. Dès le départ, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a posé le cadre. On cite rapidement. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les
l'écosystème et contaminer les eaux souterraines. Nous drainons l'humanité, petite incident technique, nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Hein? L'eau, c'est la sève de l'humanité et c'est un droit humain. C'est ce que déclare donc Guterres. Mais si on a une déclaration de cette ampleur, quand on pense à ce qui se fait avec les grandes bassines, on doit dire très explicitement que le gouvernement français, c'est un gouvernement qui commet un crime contre l'humanité. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'explications pour dire que ceux qui se battent contre les grandes bassines, c'est l'humanité qu'ils défendent contre des gens irresponsables qui sont en train de préparer une catastrophe majeure pour l'ensemble des humains. Alors, ce qu'il faut regretter, c'est qu'il y a eu beaucoup de dénonciations qui ont été faites dans cette conférence, mais au résultat, les engagements qui ont été pris ne sont absolument pas contraignants et en très faible partie seulement ont prévu des financements pour quelques projets se donnant comme agenda 2030 pour le développement durable, l'accès à une eau propre et accessible à tous. Quand on voit ce problème-là qui est posé, alors je ne vais pas détailler davantage, je vous renvoie aux documents qui ont été, aux interventions qui ont été faites et aux documents qui ont été publiés dans le cadre de cette conférence de l'eau organisée par l'ONU. Mais revenons au concret. Nous sommes en Martinique là. Nous entrons dans une période de carême. À cette occasion, beaucoup d'intervenants ont déjà dit que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, profondes, et que le problème va continuer à devenir de plus en plus grave. Ça, c'est notre vécu. En France, il y a déjà globalement des problèmes de sécheresse, de manque d'eau. Au niveau international, tout le monde reconnaît ces dérèglements. Et il n'y a pas de solution prévue scientifiquement. Quand on parle de l'Ukraine, tous les gouvernements disent j'envoie 800 millions, j'envoie 1000 ogives, on trouve des milliards pour régler le problème de la guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais pour un problème qui concerne l'humanité, globalement, pour faire la guerre là-bas. Mais pour un problème qui concerne l'accès à l'eau, à la sève de l'humanité, il n'y a pas d'engagement. En Martinique, là, il y a eu quelques travaux qui ont été faits pour apporter série d'eau, etc. Mais quelle politique la collectivité responsable de la Martinique ou le gouvernement français qui est supposé être responsable de la politique en Martinique, qu'est-ce qui a été décidé sur le long terme? Qu'est-ce qui est prévu? Quels financements ont été votés pour régler ce problème-là, qui est un problème d'urgence, un problème majeur? OK? Ça nous ramène à la question que le projet de développement, il est soit au service du colonialisme, des capitalistes, des multinationales, soit il est au service des peuples. Ça nous ramène au problème que ceux qui sont actuellement au pouvoir ne défendent que les intérêts des capitalistes, des multinationales, des colonialistes. Et qu'il faut obligatoirement un pouvoir politique de gens qui décident dans l'intérêt des peuples, restructurer l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. On va financer des projets pseudo-touristiques, mais le financement de la construction des mares, de l'installation de citernes, de réfection des conduites d'eau pour qu'il n'y ait pas de perdition, tout ça. Où ça se passe? Si on n'a pas un pouvoir politique martiniquais, comment peut-on régler ce problème-là? Nous disons souvent que la question de l'indépendance, ce n'est pas une question théorique, ce n'est pas une question politicienne, c'est une question de droit à la vie et de pouvoir de changer la vie. Et c'est sur cette affaire
cela que nous voulons insister. Alors, quand on a parlé de la question de l'eau globalement, ça nous amène à la question de l'environnement globalement. Parce qu'on sait ce qui favorise l'augmentation de la température, le changement climatique et le dérèglement avec inondations, sécheresses successives. Mais ça, l'augmentation des phénomènes cycloniques. Par exemple, vous avez eu la tornade qui a ravagé les États-Unis, là, je crois qu'on a compté 23 morts. Tous les scientifiques disent que ces phénomènes-là vont se multiplier, vont devenir de plus en plus violents et vont se développer dans des régions qui étaient jusque-là épargnées. La conclusion de cette interpellation est la suivante, c'est que si on ne peut pas attendre de solutions, de volonté de régler le problème venant du pouvoir au service des colonialistes et des multinationales et des capitalistes. Si nous sommes conscients que ça ne peut venir que de nous, quelles dispositions prenons-nous pour que, à la base, c'est ce qu'on appelle la démocratie directe, pour qu'à la base, dans les quartiers, nous puissions discuter de ces questions-là et prendre des dispositions. Dans aucun problème, que ce soit l'autosuffisance alimentaire, que ce soit la sécurité contre les délinquances, les drogues, les toxicomanies, etc. La solution ne sera trouvée qu'à condition que dans chaque quartier, dans chaque commune, il y ait des espaces où les gens se réunissent, disposent des éléments de connaissance et de compréhension, donc ça leur soit transmis par des gens experts dans différents domaines, mais surtout qu'ils discutent ensemble des réponses pratiques apportées. Dans le quartier, quel recensement pouvons-nous faire pour assurer qu'il n'y ait pas de glissement de terrain intempestif, pour assurer qu'il n'y ait pas de déboisement intempestif? Quelles dispositions pouvons-nous prendre pour que les mangroves soient protégées? Ça veut dire que ce n'est pas un jour une association de bénévoles, c'est bien gentil, viennent replanter deux arbres et puis tournent le dos, pour voir après des grands propriétaires venir saccager, mettre un centre Génipa, etc. Quelles dispositions pouvons-nous prendre pour que les gens qui habitent le lieu aient un pouvoir politique de décider ça va dans telle direction, on accepte. Ça va dans telle direction, on n'accepte pas. C'est la question de la construction démocratique. Alors, en fait, ça nous demande quoi? Ça nous demande de changer le système, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à faire converger nos connaissances. Les connaissances des scientifiques sont importantes, mais les connaissances des gens qui vivent sur le terrain, qui ont l'habitude de planter, qui ont vu le développement, les changements et les réponses que le peuple a pu porter, il faut que tout ça converge pour qu'on ait un plan de développement pour la Martinique. Donc, voilà ce point que je voulais faire en matière de déconstruction. Nous vous remercions de votre attention. Dans quelques instants, nous allons écouter des informations concernant le pays et après, nous aurons notre partie interactive à laquelle vous participez en téléphonant au 03 14 03. It's